C'est-à-dire que je suis un peu un hyperactif du sport et j'ai besoin de ça pour m'enrichir, pour aussi passer le temps, pour pouvoir aussi maintenant être dans la transmission et pouvoir donner des conseils. Hein. C'est vraiment là maintenant où j'ai basculé et je me sens bien là-dedans. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Sur Miraillet. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast Tout un sport avec un invité dont le palmarès est pour moi le plus gros palmarès que j'ai eu de mes invités sur le podcast Tout un sport. Je reçois Hubert Hainaut. Bonjour Hubert. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te reçois en tant qu'ancien libéraux de l'équipe de France, dont le palmarès est énorme, donc équipe de France et club, et on va forcément faire des frustrés parce qu'on ne va pas tout détailler. Et puis je te reçois aussi en tant qu'entraîneur, puisqu'aujourd'hui tu as arrêté ta carrière de sportif et tu es devenu entraîneur, et tout ça, forcément ça m'intéresse de pouvoir parler de sport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire un petit peu connaissance par le classique portrait chinois. Donc si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ? Pornichet. Pour quelle raison ? Il y a un attachement particulier ? Ouais, c'est mon lieu de résidence, de vacances. C'est le lieu où je viens me ressourcer, où vraiment je suis on va dire en totale conscience, que je suis plus du tout dans le travail, dans dans la pression, et que je suis plutôt dans la décompression. Et c'est vraiment un lieu que j'adore et où vraiment j'arrive à me ressourcer complètement. Ok, je te comprends, connaissant le lieu, je te comprends à 100%. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il serait plutôt salé ? Je dirais plutôt sucré. Ouais, et ça serait quoi le premier truc qui te vient à l'esprit comme ça, si on veut te faire plaisir ? Disons que c'est un petit peu mon péché mignon. J'aime bien grignoter. Ouais. Donc on va dire que les gâteaux secs, j'aime bien en fait. Ok, d'accord. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que des fois ça peut être deux choses différentes, tu dirais quoi ? Le padel, tennis. D'accord. Padel. Ok, ah oui, tu as raison, t'as bien fait de préciser. Ok, Ah bah oui, parce que le paddle, il vaut mieux pas me voir sur une planche, donc j'ai essayé, et clairement l'équilibre, c'est pas mon truc. Donc voilà, mais non, par contre le tennis padel, ouais, je l'ai découvert il y a plus de 2 ans, et puis en fait, je suis vraiment devenu addict. J'y joue tout le temps, tous les étés, dès que je peux pendant l'année, j'essaye de m'échapper là-dedans, et ça me fait du bien, ça me permet aussi de refaire du sport, de retrouver des sensations, et je trouve ça vraiment vraiment super comme sport. Ok, très bien. Et si je te demande une personne ou une personnalité qui compte, qui a compté, qui t'a inspiré, qui t'inspire, et tu peux en citer plusieurs parce que c'est jamais facile de choisir. Alors c'est compliqué. J'avoue que j'en ai eu pas mal. Après, c'était surtout sur des moments en fait où dans ma carrière j'ai essayé de m'identifier. Ça pouvait être des sportifs dans tous les sports, que ce soit des gars comme Michael Jordan, pour son abnégation, pour son professionnalisme, pour tout son talent qui faisait, enfin moi il me faisait rêver. Là, en ce moment, t'as les tennisman, un mec comme Djokovic. Pour moi, c'est un vrai champion. C'est quelqu'un il est tout le temps dans la gagne. Il cherche pas à savoir comment ni pourquoi. Son objectif, c'est de gagner, peu importe qui est en face. Donc, je trouve que c'est un modèle. Et puis, voilà, c'est plutôt ces nombreux sportifs en fait qui étaient dans l'abnégation et dans la recherche de performance et surtout de remise en cause. Voilà, qui pouvaient
qui pouvaient être une source d'inspiration pour moi. Donc là, maintenant, en fait, je suis plutôt dans les entraîneurs. J'ai lu le livre de Ancelotti. D'accord. Et voilà, Mourinho aussi. C'est plutôt des livres d'entraîneurs de foot. J'ai essayé de lire aussi le livre de Phil Jackson quand il était entraîneur du Bulls. Notamment les Nord-Américains, ils ont toujours des super anecdotes et ils sont toujours dans la recherche du collectif. Et maintenant, j'apprends de plus en plus. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième série de questions. Si je te demande un souvenir de sport, et ça peut être n'importe lequel, en tant que spectateur, un qui peut être dans ta jeunesse, comme qui peut être là ces derniers temps où tu te dis, ouais, j'ai assisté à ce truc, ou j'ai regardé ça à la télé et ça m'a procuré une vraie émotion. Ah, clairement, la finale des Jeux Olympiques à Tokyo, France-Russie. Bon, j'étais commentateur, mais je l'ai vraiment vécu comme un spectateur passionné, quoi. Et c'était, enfin, moi, j'ai eu le privilège d'y être, de les voir, de le vivre et de pouvoir essayer avec l'œil un petit peu expert de pouvoir le vivre à tous les téléspectateurs, mais pour moi ça a été un grand moment de pouvoir le vivre sur place en fait. Et c'est bien que tu mettes le doigt dessus et on va faire une petite parenthèse là-dessus. Il y a des fois cette question qui pourrait se poser quand on est un ancien sportif de haut niveau et qu'il y a une autre génération qui vient atteindre ce que toi dans ta carrière malheureusement avec l'équipe de France vous avez été jusqu'à une médaille d'argent mais il n'y avait pas eu de médaille d'or. Quand tu les vois, est-ce qu'il y a le sentiment premier qui vient, c'est tout de suite le bonheur ou est-ce qu'il y a un petit truc en disant mince, moi je l'ai pas eu? Ah non, franchement, c'est vraiment de la fierté. C'est de la fierté parce que d'avoir pu contribuer aussi à ça, parce que je pense que notre génération et la génération d'avant a fait que maintenant ces mecs-là ont pu gagner, même si bien évidemment c'est leur victoire. Il n'y a pas de ça, c'est évident. Mais une grande fierté parce que bon, moi je suis français. Je représentais le volley en France et de pouvoir voir que ces gamins-là, ils t'apportent le Graal, le sacre suprême, c'est énorme. C'est énorme pour ton sport. Enfin, je veux dire, le volley était tellement été le parent pauvre de tous les sports collectifs qu'on se rend compte qu'en fait, on a fait aussi bien que le hand. Enfin, je parle une fois parce qu'ils l'ont gagné plusieurs fois, mais c'est extraordinaire. Donc, une énorme fierté en fait d'avoir pu le partager avec eux, pour eux, et aucun sentiment de jalousie ou d'envie. Au contraire, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec eux la qualif olympique à Rio, et c'est des super mecs. Ils méritent largement leur victoire, et au contraire, non, une immense fierté. Cette fois, si je te pose une question, et ça peut être, vu ton palmarès, une question très difficile. Si je te demande un souvenir en tant qu'acteur cette fois, donc ça peut être très bien entraîneur, comme ça peut être joueur, lequel te viendrait comme ça, sans en éliminer d'autres forcément, mais il y en a peut-être un qui te reviendrait? J'en ai eu plusieurs, j'ai eu la chance de gagner pas mal de titres, donc on va dire que chacun de mes titres a toujours eu une saveur particulière, mais ma première Ligue des Champions à Paris, contre Trévise, qui était la meilleure équipe du monde, à Paris en plus. Bon, j'étais jeune, j'avais 22 ans, 23 ans. On était une équipe française, donc tous les ingrédients étaient pour un rêve, quoi. Et ce match-là, c'est voilà. Mais même quand je le revois maintenant là, avec comme commentateur mon pote Xavier Richoir qui est décédé malheureusement, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Donc celui-là, il fera vraiment partie de mes meilleurs souvenirs, comme la finale de Coupe d'Europe qu'on avait gagnée à Tours contre Trento. En fait, ce sont les deux souvenirs où on a pu vraiment communiquer avec le public, en fait, parce qu'on jouait à domicile et c'est incroyable en fait de gagner dans des ambiances comme ça. Ok. Et ma dernière question sur la série de questions avant de te laisser parler de ton sport, la question elle est sur la filiation familiale. Il y a certains sportifs de haut niveau qui ont des parents sportifs et des frères et sœurs sportifs ou autres, et puis d'autres pas du tout. Et c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser pour comprendre un petit peu le cadre et permettre à des gens de se dire quand j'ai des frères et sœurs c'est possible, ou des parents, et quand j'ai personne dans mon entourage c'est aussi possible. Toi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même quelques ingrédients familiaux dans le volley déjà, non? Oui, mes parents étaient dirigeants de club à l'époque à Paris, au CIG Paris, au stade Jean-Point. Donc j'ai fait mes premières armes là-dedans. Mes frères aussi jouaient au volley. Donc on va dire que, et comme mon père était aussi dirigeant de la fédération de la fédération européenne,
En fait, voilà, j'ai essayé d'autres sports, mais naturellement, j'ai terminé au volley. Donc voilà, mais c'est vrai que chez nous, c'est vraiment une histoire de famille. Et l'autre question qui vient un peu avec le côté quand les autres ont gagné, est-ce que quand on a des frères, sœurs, des parents dans le monde sportif, est-ce que toi tu as ressenti une pression particulière, le fait de dire faut que je fasse aussi bien, ou il y a le regard de mes parents qui s'y connaissent dans le sport, est-ce qu'il y a eu ça pour toi? Non, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Au contraire, en fait, alors c'est sûr que mon nom, parce que mon père était dirigeant de la fédération, donc en fait, c'est pas simple parce que t'as une étiquette, voilà, parce que t'as l'impression que tu vas être privilégié. Et en fait, c'est vrai que en jeune, j'ai jamais eu de sélection nationale, régionale. Enfin, donc en fait, j'accumulais cette frustration pour essayer de devenir le meilleur, pour essayer de gagner, pour montrer que j'étais capable de gagner en fait. En fait, je me suis servi de cette frustration pour montrer que j'étais le meilleur. Et ça m'a suivi un certain temps jusqu'à ce que j'intègre l'équipe de France. Et d'ailleurs, ça a été un des un des meilleurs moments en fait de joie en tant que sportif. C'est quand on m'a annoncé que j'allais faire partie de l'équipe de France. Et c'était génial. Mais moi, j'ai jamais eu le poids du nom. Alors que mes enfants, clairement, je pense qu'ils ont cette pression en fait. Ouais, on en reparlera justement sur la fin dans le côté transmission. Comme c'est la première fois que je reçois un volleyeur sur le podcast et que tu as un poste qui s'appelle libéraux et qui est peut-être pas compris par tout le monde, est-ce que et puis je vais le dire, on en a parlé au tout début, mais en termes de distinction individuelle, 3 fois élu meilleur libéraux du championnat de France, 2 fois meilleur libéraux du championnat d'Europe, 2 fois meilleur libéraux du championnat d'Italie, 2 fois meilleur libéraux de la Coupe d'Europe. Voilà, et plusieurs autres distinctions sur ce poste-là. Forcément, tu sais de quoi tu parles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement, parce que, et dis-moi si je me trompe, mais c'est une particularité qui n'existait pas aussi marqué par le passé, puisque le libéraux a un maillot même différent des autres joueurs. Ouais, quand j'ai commencé libéraux, le poste venait à peine d'être créé. Il a été créé en 98. Donc moi, je suis arrivé en équipe de France en 99. Alors, j'étais pas le premier libéraux de l'équipe de France. J'ai peut-être été le premier qui a duré, on va dire. En tout cas, ce poste, c'est vraiment un poste très particulier parce que c'est quand même un poste très frustrant. C'est un poste frustrant où on peut pas se libérer, on peut pas se lâcher, on peut pas attaquer. Enfin, je veux dire, on n'interagit pas avec la balle comme les autres joueurs en fait. Et donc, c'est vraiment un poste qui est très particulier, qui est frustrant. Donc, il faut accepter cette frustration. Il faut accepter qu'à un moment donné, on va avoir des moments où on a envie de se lâcher, mais qu'il faut absolument canaliser cette énergie. Mais par contre, c'est aussi un poste qui est très gratifiant parce qu'il est dans le sacrifice, il est surtout dans l'aide de ses partenaires. Et en fait, à un moment donné, je me réalisais quand je faisais une défense ou une réception importante, que je voyais mes partenaires qui me disaient mais c'est super, ce que tu as fait, c'est ton point. Enfin, je veux dire, c'était des moments de partage que j'ai commencé à apprécier. Et maintenant, en fait, le poste est devenu vraiment très important dans tous les clubs maintenant, dans toutes les nations. Si t'as pas un bon libéraux, bah tu gagnes pas. Et nous, on a la chance en France d'avoir le meilleur libéraux du monde, donc c'est ça qui fait la différence. Tu parles de Genia Grebennikov? Ouais, de Genia, ouais, c'est un joueur hors norme et qui a contribué énormément au résultat de l'équipe de France. En plus, c'est un super mec, il a toujours le sourire. Enfin, je trouve que c'est un garçon qui a une très bonne image et puis qui reflète très très bien le rôle. Et de ce côté-là, je crois qu'il a aussi fait passer le rôle du libéraux sur un autre step en fait. Et je ne sais pas si ma comparaison, mais en préparant le podcast, je me suis quand même posé la question, est-ce que tu te reconnaîtrais dans le fait d'être comme un peu le gardien de but en hand, le gardien de but au foot, avec faire partie de l'équipe, mais tout en ayant une forme de poste vraiment très différent des autres. Est-ce que la comparaison, elle vaut, ou pour toi, tu l'as jamais ressenti comme ça? Je me suis souvent posé la question de savoir dans les autres sports collectifs quel rôle aurait pu avoir le libéraux. C'est vrai que c'est... alors, nous,
on protège pas des buts, mais par contre, c'est clair que notre but, c'est d'éviter que la balle tombe par terre, en fait. Voilà, c'est notre fonction première. Donc ça veut dire qu'on a quand même une fonction un peu de gardien. Non, on est aussi celui le joueur qui doit diriger les lignes arrière, qui doit être vraiment le vrai leader. Les vrais leaders de la réception, de la défense, c'est celui qui doit placer les joueurs, qui doit dire, ben voilà, peut-être au bloc, on fait comme ci, on fait comme ça. Et donc, ça a un vrai rôle en fait, c'est un leader défensif. Est-ce que le gardien de but était comme ça? Est-ce que c'était pas un défenseur central? Enfin, je veux dire, c'est difficile d'analyser ça, mais en tout cas, c'est sûr que je le voyais comme le dernier rempart des lignes défensives. Et juste pour expliquer à ceux qui ne maîtrisent pas à 100%, le fait d'avoir un maillot distinctif, c'est pour permettre aux arbitres de repérer que vous ne pouvez pas attaquer. C'est ça ou il y a un autre sens C'est surtout réglementaire parce que ce rôle-là, en fait, est très particulier parce que, en fait, le libéro n'a pas le droit de servir. En fait, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas le droit de passer la balle de l'autre côté, vous savez, en sautant, c'est-à-dire le filet, la bande. En fait, c'est une ligne imaginaire que le libéro ne peut pas franchir en envoyant la balle de l'autre côté en attaquant, en fait, et même en passant la balle. Par contre, il a le droit de faire des passes dans tous les sens, dans tous les côtés, dans toutes les positions, sauf quand il est dans cette zone proche du filet. En fait, il y a une ligne des 3 mètres qui est tracée. Et quand il est dans cette zone-là, le libéro n'a pas le droit de faire des passes hautes. En fait, c'est des passes qui sont faites avec les doigts. Il n'a pas le droit de faire des passes à des attaquants qui doivent sauter. Et ils peuvent faire de manière très particulière avec les bras, en fait. Voilà, donc c'est un peu difficile à comprendre. Mais en fait, le libéro a des restrictions. Et c'est pour ça qu'au départ, on l'a mis avec un maillot différent pour qu'effectivement l'arbitre ou les adversaires puissent voir quel est ce joueur différent. Et comment ça t'est venu, toi, cette volonté d'occuper ce poste? Est-ce que c'était par rapport à tes qualités? C'était plus parce qu'à un moment, il manquait un joueur et tu as pris ce poste et c'est devenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ce poste ou c'est le fait comme ça du hasard? Non, en fait, c'était une opportunité. C'était aussi du fait de mes qualités de réception, de défense. Je mesure 1m90, donc c'est forcément grand pour le commun des personnes, mais pour le volley c'est petit en fait. Donc très rapidement j'ai compris que si je voulais jouer au niveau international, ce serait compliqué pour moi. Et l'opportunité d'être libéro s'est présentée. Je suis arrivé au Paris Volley à l'époque en tant que libéro, et en fait tout de suite. On a gagné tout de suite. J'ai apprécié ce rôle et c'est le moment où j'ai été appelé en équipe de France et donc en fait c'est à ce moment-là où je savais que si je voulais avoir des ambitions internationales, il fallait que je bascule sur ce poste. Donc ça s'est fait à travers une opportunité, mais après j'ai apprécié, j'ai vraiment appris à apprécier ce poste. Ok, comme on l'a dit, tu as un palmarès assez large et si on veut raconter toute ton histoire, on a plusieurs épisodes à faire, donc on va essayer d'être synthétique. Mais pour revenir un petit peu en arrière, c'est quoi le moment de bascule où tu te dis, parce que ce podcast peut parler aussi aux jeunes, c'est quoi le moment de bascule où tu te dis, je vais en faire mon métier? Et est-ce qu'il y a une saison, un élément qui fait que ça bascule et tu dis c'est bon, le volley, ça va être, je vais en faire ma carrière? Alors, je me suis pas dit en fait que j'allais en faire ma carrière parce que j'ai continué mes études en parallèle. Je suis allé jusqu'avant le CAPEPS en STAPS, et en fait c'est quand j'ai commencé à avoir des entraînements tous les jours. Je commençais aussi à avoir un salaire, mais disons que à ce moment-là, j'étais vraiment essayé de focus pour décrocher un diplôme. C'est à ce moment-là que, avec les propositions, avec la carrière que j'avais, que je me suis dit que je pouvais en vivre en fait. Mais j'ai jamais délaissé les études. Je me suis jamais dit à l'âge de 17 ans, 18 ans, non, moi je veux faire volleyeur professionnel. C'est une carrière, c'est courte. On sait jamais ce qui peut se passer, une mauvaise blessure. Je veux dire, il faut toujours assurer un minimum. Et les études, les diplômes, c'est très important. J'ai continué ensuite, après, à continuer à faire des masters, des bac+5, des bac+6,
dans le management parce que j'avais besoin de me parfaire. Mais si j'avais pas eu cette assise dès le départ de STAPS, ça aurait été très compliqué en fait de reprendre les études. Donc je crois que moi ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Le message que je dirais, que je voudrais faire passer aux jeunes, c'est surtout ne pas abandonner les études. Même une fois que tu as passé le bac, il faut essayer de continuer. Il faut essayer de trouver une voie, quelque chose qui va te permettre d'avoir quelque chose pour après ta carrière et de manière à ce que tu aies toujours une porte de sortie. Et tu commences ta carrière assez tôt, tu commences à gagner. Ta première grosse victoire, déjà tu es champion de France en 2000 si je me trompe pas, et ensuite tu gagnes la Ligue des Champions en 2001, comme tu l'as dit, tu étais assez jeune. En fait, c'est ça, j'ai eu la chance d'être dans un très bon collectif tout de suite. Ça a pris et c'est vrai qu'on a avec Paris on a gagné tout de suite. On a gagné première année, on gagne le championnat, la Coupe de France, une Coupe d'Europe. L'année d'après, on fait la même chose avec une super coupe. Enfin, en 2 ans, on avait tout gagné ce qui était possible de gagner. Donc forcément, moi, ça m'a conforté dans l'idée de mon rôle. Ça m'a conforté dans l'idée de vouloir continuer le volley avec des ambitions plus hautes. Et c'est vrai que le fait de gagner rapidement, ça donne envie. Hein. L'appétit vient en mangeant. Donc voilà. Maintenant, me connaissant, même si j'avais pas gagné tout de suite, j'aurais continué à travailler pour essayer de devenir meilleur, pour essayer de conquérir des titres. Hein. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai eu la chance de gagner rapidement. Et tu pars à l'étranger, et j'ai pas assez de connaissances du volley pour avoir toute cette logique et cette historique, mais de souvenirs, il y avait quand même pas, au moment où tu pars à l'étranger, beaucoup de Français qui allaient s'exporter à l'étranger. Dis-moi si je me trompe. Non, effectivement, disons qu'il y en a beaucoup moins que maintenant, aussi parce qu'il y avait moins de championnats. À mon époque, il y avait surtout le championnat italien. Ça commençait avec le championnat russe, mais bon, le championnat polonais était pas encore très développé, le turc non plus, les championnats belges. Enfin bon, donc le championnat français était peut-être le 3e championnat européen. Donc ceci explique cela en fait. Maintenant, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'ouverture que maintenant les propositions affluent en fait. Mais bon, c'est vrai que ça a été aussi un choix de ma part de me remettre en question et de partir du championnat de France pour essayer de me frotter à meilleur. Ouais, la volonté, elle est avant tout, et moi là-dessus, je veux rien cacher parce que je sais que dans le volley, c'est pas un sport où il y a eu beaucoup d'argent. Je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais pendant un temps, comme d'autres sports collectifs, c'était pas les sports. Il y avait que le foot où il y avait beaucoup d'argent, et éventuellement quelques autres sports. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de pouvoir dire le temps de ma carrière va être court, donc il faut que je mette de l'argent, ou est-ce que c'était avant tout aussi pour dire je veux vivre quelque chose de différent, et puis en France je suis peut-être reconnu par tout le monde, à l'étranger ça va peut-être pas être le cas? C'est exactement ça, c'est les deux en fait. Bien sûr qu'il y avait une histoire d'argent, qu'à l'étranger on est mieux payé, et donc c'est le moment de capitaliser. Il y avait aussi cette recherche de remise en question, d'aller se frotter ailleurs, de sortir de la zone de confort pour essayer de voir exactement ce que je valais en fait. Donc les deux conditions étaient réunies, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis resté à l'étranger, parce que l'exigence que peuvent avoir certains championnats comme le championnat italien, tu le retrouves nulle part ailleurs, et moi ça me convenait parfaitement en fait. D'accord, donc ce que tu veux dire c'est que, et des fois on a ce retour là, et c'est bien d'avoir ton feedback, ce que tu veux dire c'est que dans les autres championnats où tu as été, que ce soit championnat de Russie ou championnat d'Italie, il y a une rigueur plus marquée? Je sais pas si on peut parler de rigueur, mais en tout cas ils se donnent les moyens, parce qu'il y a clairement plus de moyens dans ces championnats-là, faut pas se leurrer. Ils se donnent les moyens pour te donner toutes les possibilités de performer. C'est-à-dire que toi, tu arrives et ils te disent, écoute, voilà, on te paye bien, tu as une belle maison, tu as une voiture, enfin, je veux dire, tu as plein d'à côté, mais en revanche, maintenant, faut gagner, quoi. Et donc, ça avait cette exigence, c'est valable pour tout le monde. En plus, t'es l'étranger, parce que faut pas se leurrer, hein, quand t'es l'étranger, t'as quand même une pression supplémentaire parce que c'est un peu toujours comme ça. Et de ce fait, c'est pour ça que dans ces pays-là, l'exigence est lié avec le salaire et puis avec les conditions optimales qu'on te propose. Ouais, à partir du moment où on te donne les moyens, il faut que tu performes, quoi. Ah oui, là les présidents, c'est comme en foot, hein, clairement. Les propriétaires sont des
sont des mécènes qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui payent. Donc clairement, eux, ils t'expliquent comment ça va marcher en fait. Hein. Ok, ils Ils aiment te la disent, victoire. ah oui, oui. Enfin, je veux dire, moi, je suis tombé sur des présidents en Italie où, bon, qui arrivaient à chaque fois que tu perdais, il y avait réunion. Et ils t'expliquaient que c'était pas normal que tu perdes, qu'ils nous avaient engagés pour gagner. Voilà, donc voilà, on était dans une autre manière de voir les choses, mais en même temps, c'était une pression. Tu connaissais le deal, donc c'était ça passe ou ça casse. Hein. Ok. Et comment tu expliques, maintenant que tu as le recul, parce que c'est toujours plus facile une fois la carrière terminée, comment tu expliques cette longévité et l'ensemble alors de ces titres, comme tu l'as dit, tu as performé individuellement, donc tu es arrivé dans des équipes avec un beau collectif et donc tu as pu gagner des titres collectifs, mais ce qui est difficile dans le collectif, c'est d'être reconnu individuellement. Et toi, le nombre de distinctions individuelles, elles sont impressionnantes. Et comment au-delà du talent que tu avais pour le poste que tu occupes, est-ce que y a eu des choses que tu as faites? Est-ce que tu t'es astreint à une rigueur alimentaire, à une préparation physique qui était tout le temps la même? Enfin bref, est-ce que tu aurais des trucs pour toi qui expliqueraient? Ou justement, tu te dis, je suis tombé au bon endroit au bon moment et j'ai eu les bons talents dans les mains. Non, en fait, bon, alors déjà, le poste de libéraux, c'est un poste moins traumatisant que les autres postes, comme attaquant, parce que tu sautes pas, en fait. Bon, ça, c'est quand même une condition. Je jouais à une époque où il y avait quand même moins de matchs, parce que là, quand on regarde les calendriers, c'est juste devenu démentiel. Enfin, je veux dire, c'est devenu n'importe quoi. Donc, forcément, tu t'uses plus vite. Et je pense que en fait, t'en as vite marre. Parce que c'est ça aussi, hein, parce qu'à un moment donné, tu fais quand même de ton métier ta passion, ou plutôt de ta passion ton métier, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, l'été, t'as plus envie de toucher un ballon, quoi. T'as plus envie d'aller dans une salle, tout ça, alors que nous, tous les étés, je me rappelle, on allait faire des tournois sur le sable, tout ça, parce qu'on aimait ça. Mais là, les gars, ils sont surchargés, ils en peuvent plus. Enfin, donc il y a ça aussi qu'il n'y avait pas à l'époque. Après, oui, j'avais une hygiène de vie. Je suis quelqu'un qui boit pas, qui fume pas. Pendant la saison, je sortais quasiment jamais. Donc en fait, je mettais vraiment toutes les conditions pour essayer de pouvoir durer longtemps. En fait, j'arrivais à chaque entraînement avant. J'essayais de m'échauffer le mieux possible. Mais en tout cas, dans ma vie extérieure, je faisais en sorte de pas me rajouter de contraintes physiques en fait. Et comme l'idée c'est de prendre un peu de temps sur ta partie aujourd'hui après carrière et ton poste d'entraîneur, si on parle un peu de l'équipe nationale, tu l'as dit tout à l'heure, le fait de mettre le maillot bleu, ça t'avait procuré des émotions. Comment tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours en bleu, sachant que tu fais partie des personnes qui ont quand même eu des médailles, une médaille de bronze au championnat du monde en 2002 et 2 médailles d'argent au championnat d'Europe en 2003 et en 2009. Donc il y a ce podium, il y a le fait d'avoir une médaille et d'avoir avec ce maillot bleu fait lever le drapeau, même si c'est pas sur la plus haute marche, il y a quand même cette fierté. Comment tu pourrais nous le transcrire et nous expliquer un petit peu ce parcours en bleu? Oui, alors il y avait beaucoup de fierté déjà de revêtir le maillot tricolore, d'écouter la Marseillaise, de jouer pour ton pays, bien sûr. Donc ça je veux dire, quand t'es international, on va dire que c'est la première règle en fait, c'est de respecter le maillot. C'est sûr que il y a eu dans notre génération, il y a eu toujours cette déception de ne pas avoir gagné en fait. Voilà, on est allé 4 fois en finale, on n'a jamais gagné, donc on sentait qu'il nous manquait toujours ce petit plus en fait pour gagner. Maintenant, c'est sûr que les championnats du monde 2002, ça a été vraiment un déclic parce qu'on est allé jouer contre l'Argentine là-bas devant 10 000 spectateurs. C'était incroyable l'ambiance. On va gagner là-bas. Enfin, ça, ce sont des souvenirs indescriptibles. En fait, je crois que si je devais comparer avec l'effectif actuel, je pense qu'il y a plus de talent maintenant. Il y a plus de talent, il y a plus de joueurs physiques aussi, clairement, parce que maintenant les jeunes sont devenus clairement plus grands.
il se bouge plus, il saute plus haut. Donc voilà, ça c'est l'évolution naturelle. Mais je pense que ce qui nous manquait, c'était peut-être un petit peu plus de talent et un petit peu plus de joueurs physiques qu'on pouvait, parce que dans la technique, on était vraiment très bon, mais sur la durée d'un match, sur la durée d'une compétition, on avait du mal justement à puiser au bout, quoi. Ok. Et ta carrière en bleu, si je me trompe pas, et tu me diras si je me trompe, hein, mais elle se termine à un moment, et puis on fait appel à toi pour le tournoi qualificatif de Rio, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce moment? Donc, tu avais arrêté ta carrière en bleu à quelle période? Alors, j'avais arrêté ma carrière en 2010, voilà, sur un championnat du monde qui était complètement frustrant. Voilà. Et en fait, donc en 2016, Laurent Tilly me rappelle pour le tournoi de qualif olympique à Tokyo en me disant, écoute, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour venir dans l'équipe, pour essayer de parler de ton expérience, parce que en 2004, on avait fait le même genre de tournoi, on s'était qualifié pour Athènes. Et donc en fait, voilà, c'était surtout pour apporter mon expérience à ce groupe qui n'avait jamais été aux Jeux Olympiques. Donc ça m'a fait vraiment bizarre de reporter le maillot, de jouer avec des joueurs qui avaient 15 ans de moins. C'était juste un petit peu hors du temps. Mais en fait, c'est à ce moment-là où en fait j'ai commencé à basculer en fait dans une autre dimension, où me dire que j'étais plus dans la transmission que dans l'action en fait. Et que ce soit avec Genia Grebennikov ou avec d'autres joueurs, hein, que ce soit Ngapet, Tognuti, des gens comme ça en fait qui étaient surtout à l'écoute, mais ils n'avaient pas non plus forcément besoin de trop de conseils, parce que c'était des joueurs qui jouaient beaucoup à l'instinct, et surtout qui gagnaient comme ça, donc il n'y avait pas besoin de leur en demander plus en fait. Ils avaient peut-être besoin d'être rassurés sur certaines choses, et le fait de se qualifier à Rio, bon bah ça les a complètement décomplexés, et je crois que ce qui leur est arrivé à Rio, ça leur a permis de gagner à Tokyo en fait. Oui. Voilà, mais ils ont surtout su se qualifier pour Tokyo, voilà, parce que c'était la première fois qu'une équipe de France se qualifiait pour deux Olympiades de suite. Et moi, j'étais persuadé qu'à Tokyo, il ferait un résultat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse la médaille d'or. Je pense que aussi, hein, il l'avait peut-être en tête, mais il l'aurait pas affiché sur tous les toits, et c'est ce qui fait d'ailleurs, qui rend cette médaille encore plus belle. Bah, c'est ça. Mais je crois que l'expérience, enfin bon, ils vous en parleront mieux que moi, mais pour l'avoir vécu, je pense que l'expérience de Rio les a complètement désinhibés, et leur a permis d'avoir ce feedback gagnant pour Tokyo. Donc c'est pour ça que là, Paris, il y aura un énorme défi, ce sera de confirmer la médaille olympique, et puis de t'exprimer chez toi, quoi. Et ça, c'est incroyable, quoi. Ça arrive une fois dans ta vie, et les mecs, ça arrive au bon moment, quoi. Donc c'est génial. Ouais, et puis on sera peut-être aussi dans une forme de transmission avec les anciens entre guillemets, puisque on aura ceux qui ont gagné qui commenceront à devenir les anciens, et peut-être la nouvelle génération qui arrivera. Donc il y a tout un parallèle sur Paris 2024 pour l'équipe de volley qui est plutôt sympa à voir. De toute façon, je crois que quand on est entraîneur, il faut être visionnaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir regarder au loin, il faut savoir regarder au-delà des objectifs fixés. C'est-à-dire que là, clairement, l'objectif, c'est Paris 2024, mais il va y avoir un après. Et un après, ça se prépare dès maintenant, en fait. Et c'est clair que des joueurs, alors après, je ne veux pas parler pour eux, hein, mais comme Ngapet, comme Tognuti, peut-être que Paris 2024 sera leur dernière échéance. Donc, il faut aussi prévoir ça. Donc, c'est important de prévoir tout ça. Mais en tout cas, je sais qu'ils vont avoir à cœur de défendre ce titre à la maison. Et avant de passer à la partie entraîneur et post-carrière, on a beaucoup parlé des réussites. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans ta carrière qui ont vraiment été marqués, qui ont fait que même tu t'es posé des questions sur certains, sur la suite de ta carrière ou autre, parce que tu as une longévité impressionnante. Et donc peut-être qu'il y a eu des périodes, et nous on ne l'a pas vu en tant que spectateur, où tu t'es dit là je vais tout arrêter, et en fait tu as quand même continué. Non, ça m'est jamais arrivé de douter à ce point-là. Alors oui, je suis passé. Alors j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup, j'avoue, parce que j'ai toujours réussi
à aller dans des équipes qui me correspondaient. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Ça m'est arrivé de faire une année un petit peu en demi-teinte dans des équipes moyennes où clairement tu jouais pour ta survie, où c'était pas rose tous les jours. Donc voilà. Après, moi, je me disais que si je veux aussi progresser et montrer ce que je vaux, il faut que je passe dans ces moments-là. Il faut que je montre que je suis capable de pouvoir surmonter des épisodes comme ça. Et en fait, inconsciemment, je pense que ça m'a rendu plus fort parce qu'à ce moment-là, je réfléchissais pas à ces choses-là, en fait, de remise en question et cette manière de sortir de la zone de confort. En tant que joueur, j'ai eu la chance de pas avoir trop de moments de doute, mais j'étais de ceux qui, à un moment donné, un soir, pouvaient douter, mais le lendemain, je repartais à la guerre, quoi. Ok. Quand tu décides de prendre ta retraite, comment ça se passe? Parce que y a un magnifique reportage qui a été fait par Olivier Dacour sur Canal+, sur le crépuscule des champions, où il parle de ce moment de l'arrêt de leur carrière et du moment, entre guillemets, de spleen. Est-ce que toi, au moment où tu prends ta retraite, il y a ce moment-là? Alors, comme tu enchaînes en tant qu'entraîneur, je me dis, il y a peut-être une autre réponse, mais je te laisse la dire forcément. Pour moi, ça s'est passé naturellement parce que c'était prévu, mais sincèrement, je me sentais capable encore de jouer, en fait. Voilà, très clairement. C'est-à-dire que je me suis pas arrêté pour une blessure ou pour un trop plein ou voilà. Par contre, ce que je me disais, c'était souvent reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que c'était plutôt d'année en année, je me disais, bon, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je vais enfin franchir le pas? Donc en fait, il fallait qu'à un moment donné, je le fasse. Voilà, donc Tours m'a offert l'opportunité de basculer tout de suite comme entraîneur principal, donc c'était quand même une belle opportunité de commencer à Tours. Maintenant, j'ai pas eu le spleen. J'ai pas eu le spleen de me dire, quand j'ai vu les mecs jouer, de me dire, mais non, mais j'aurais pas dû arrêter, ou mais c'est pas possible. Non, franchement. Alors, beaucoup de personnes pensaient ça de moi, que j'allais être très frustré, que j'arriverais pas à me canaliser, tout ça, mais en fait, ça s'est passé naturellement et j'ai réussi à basculer assez rapidement dans un rôle d'entraîneur. Alors, bien entendu, j'avais toujours des frustrations ou de joueurs, mais j'étais quand même j'intériorisais beaucoup. D'accord. Et tu démarres ta carrière d'entraîneur, et dis-moi si je me trompe en termes de date, en 2019, et dès 2020, tu es vainqueur de la Coupe de France avec ton club. Non. En fait, c'était l'année Covid, en fait. D'accord, ok. C'était l'année Covid, on était premier du championnat, on était en finale de coupe. En demi-finale de coupe, et en fait ça s'est arrêté pour cause Covid, en fait. Ok, c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, 2020, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de compétitions où il y a des choses, donc non, ça s'est arrêté pour cause Covid, en fait, mais on était premier, on était encore en course pour tout, mais ça s'est arrêté, donc malheureusement pour ma première année, j'ai pas pu voir jusqu'où je pouvais aller, en fait. Ouais. Et quand tu commences à être entraîneur, et tu me dis encore une fois si tu veux répondre à cette question ou pas, mais pour toi, par rapport à la carrière que tu as eue, est-ce que, et c'est important pour faire comprendre aux gens le sport et la réalité du sport, est-ce que là, avec la carrière que tu as eue, tu pourrais t'arrêter et ne plus rien faire et continuer à vivre sans aucun problème, ou tu es, entre guillemets, obligé de travailler parce que effectivement le volley, et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais n'était pas forcément un sport qui payait pendant toutes les années où tu as fait du volley? Non, alors je peux pas dire que là je peux arrêter et je vais en vivre. Oui, je pourrais le dire, mais en fait c'est vraiment une question une question d'ambition, en fait. Voilà, c'est maintenant j'ai basculé comme entraîneur, je suis jeune. J'ai envie aussi de montrer que je suis capable d'être un bel entraîneur, d'être un bon entraîneur, et ça fait partie aussi de mon caractère d'atteindre un objectif que je me suis fixé. Et pour ça, en fait, moi, je me vois pas en train de me dire, bon, je vais rien faire de la journée, je vais regarder. Non, ça, je peux pas, en fait. On peut dire que je suis un peu un hyperactif du sport, et j'ai besoin de ça pour m'enrichir, pour aussi passer le temps, pour
pour pouvoir aussi maintenant être dans la transmission et pouvoir donner des conseils. Hein. C'est vraiment là maintenant où j'ai basculé et je me sens bien là-dedans. Ok, et tu es parti au club de Nantes, c'est ça aujourd'hui, c'est ton club actuel? C'est ça, exactement, le NRFP. Et avant de rentrer un peu dans les ambitions de la saison à venir, puisque là, la saison vient de se terminer, j'ai une petite question un peu humour, entre guillemets. Tu te verrais plus comme quel type de coach? Alors, est-ce que tu serais plus, et si tu n'as pas vu la série, je t'inviterai à la regarder, est-ce que tu te sens plus comme Ted Lasso et plus à dire dans l'idée de faire confiance au groupe et le groupe te rendra cette confiance et gagnera? Est-ce que tu te sens plus comme un Mourinho énergique, expressif, qui prend les coups et la lumière pour laisser ses joueurs travailler, ou plus comme un Phil Jackson, philosophe, force tranquille, mais en même temps stratège? Tu te verrais plus comme quel type de profil, ou est-ce que tu prends un peu de tout en fait? Ah, c'est une bonne question. Moi, je serais plus comme Ted Lasso Ok. parce que en fait, moi, j'aime être honnête et j'aime donner un discours honnête et transparent. Ça veut dire pas forcément dire les choses sympas, c'est aussi dire les choses qui fâchent. Mais je suis vraiment dans l'idée de faire confiance au groupe parce que c'est moi qui aurais choisi les joueurs en fait. Parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire. Après, je me retrouve dans Phil Jackson parce que je suis avant tout un stratège. Et alors Mourinho, non, je suis pas du tout du genre moi à aller dans la lumière, à me dire en gros pour protéger mes joueurs, je vais faire le spectacle. Ça, c'est pas du tout mon truc. Voilà, mais par contre, il y a quelque chose que j'adorais chez Mourinho. Par contre, c'était son côté tacticien, notamment quand il était à Porto et ses premières années à Chelsea, où en fait, il a un peu révolutionné le foot avec ses vidéos, avec ses tactiques. Voilà, avec Porto, il avait dit que de toute façon, on serait champion d'Europe. Il l'a été. Il est arrivé à Chelsea, qui avait jamais rien gagné. Ils ont gagné tout de suite. Moi, c'était en fait à ce moment-là, Mourinho, c'était un mec. Moi, déjà en tant que joueur, c'était un entraîneur qui me fascinait en fait. Voilà, pas forcément dans le comportement, mais dans sa façon mais dans sa gestion stratégique. Mais c'est vrai que je suis plutôt du genre à faire confiance à mes joueurs. En fait, je leur donne les clés. Dès que je vois que ça commence à plus aller droit, je les remets un peu dans le droit chemin. Mais je suis plutôt à me dire, c'est les joueurs qui gagnent en fait. Hein. Moi, je leur donne les clés et c'est à eux de jouer. Hein. Moi, je peux pas intervenir en fait, hein, au-delà juste de discours quoi. Et donc, à un moment donné, trop de discours, plus de discours. Ok. Et justement, ça a été quoi le bilan de cette saison, et c'est quoi les objectifs de la saison prochaine avec ton club de Nantes? Alors, cette année, ça a été une excellente saison parce qu'on a terminé deuxième du championnat. On a fini en demi-finale. On est en Coupe d'Europe. Donc c'est une année extraordinaire pour le club de Nantes. Et c'est ma première année de grande satisfaction, clairement, parce que c'est une année où j'ai pu choisir tous les joueurs de mon groupe, où la mayonnaise a prise d'entrée, où j'ai senti des joueurs responsables et surtout des joueurs en qui je pouvais avoir confiance et je sentais que c'était réciproque en fait. Donc c'était vraiment une année d'éternelle satisfaction. Alors évidemment, gagner ça aurait été incroyable, mais je pense qu'on a posé les bases d'un bon groupe. L'année prochaine, j'ai quasiment pas changé mon groupe, donc ce sera une année de confirmation. On sera plus attendu, mais on aura aussi une expérience d'une année en plus. Donc je m'attends à ce que la saison prochaine soit vraiment importante. Elle sera compliquée parce que le championnat va être très court, ou les matchs vont être très denses. Donc on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, cette année, j'ai vraiment tiré de réelles satisfactions en tant qu'entraîneur. Quand tu dis le championnat va être très court, c'est rapport aux Jeux Olympiques, ou c'est parce que le calendrier est fait comme ça? Non, c'est rapport aux Jeux Olympiques parce que en octobre, il y a encore des tournois justement pour les qualifs olympiques. Donc le championnat, les dirigeants du championnat ont décidé de ne pas commencer plus tôt. Mm-hmm. Donc on va commencer fin octobre et il faut qu'on termine surtout fin avril. Ok. Justement pour pouvoir libérer les internationaux. Donc c'est une année très compliquée. L'année pré-olympique est toujours très compliquée pour l'avoir vécu pour les joueurs. Et souvent, ce sont les équipes qui ont
qui ont en fait le plus de bancs qui vont au bout, hein, parce que là, ça va être une saison où il faudra vraiment faire tourner. Ouais, je comprends. Et avant de terminer, j'ai deux angles sur lesquels te poser des questions. Le premier, c'est ton rapport avec le monde de l'entreprise, parce que moi, je suis un fervent, c'est mieux un fervent, défenseur de l'idée de dire que le sport et l'entreprise doivent plus cohabiter. C'est beaucoup plus le cas aux États-Unis que c'est le cas en France. Mais justement, quel est ton lien, toi, avec l'entreprise ? J'ai vu que sur LinkedIn, que tu avais des interventions de temps en temps. Comment ça se passe ? Alors ouais, j'ai déjà fait des conférences. On m'avait dédié pour justement parler de mon expérience de leadership, de sportif de haut niveau, comment on pouvait transposer dans l'entreprise. Moi aussi, j'y vois beaucoup de liens en fait dans les entreprises, parce que il y a toujours des objectifs de performance, il y a toujours des objectifs de fédérer un groupe, hein, des groupes de travail, des individus qui sont avec des facettes différentes, mais qu'il faut essayer de collaborer ensemble pour justement pouvoir atteindre des objectifs. Donc je crois qu'effectivement le sport et l'entreprise, il y a beaucoup de liens d'équipe. Et je crois que c'est vrai que les valeurs du sport peuvent être transmises dans des entreprises, même à des chefs d'entreprise, à des chefs, à des directeurs généraux. Et ça, c'est quelque chose où pouvoir bénéficier de l'expérience d'anciens sportifs, ça peut donner des clés parfois à comment restructurer une équipe. Comment fédérer un groupe, comment essayer de solidariser aussi des individus qui ont clairement des caractères différents. Et ça, c'est le plus difficile. Et dans une équipe, c'est pareil, hein. Dans une équipe, en plus, on a des joueurs de nationalités différentes, donc qui ont des visions et des valeurs différentes du sport. Et ces mecs-là, faut les driver pour que tout le monde tire ensemble. Et pour moi, l'honnêteté, la transparence, c'est toujours synonyme de confiance. Et la confiance, c'est synonyme de performance. Et écoute, merci. Et on est tu as parlé de ce mot transmission. Moi, je voulais avoir un dernier mot, parce que c'est des choses que j'ai pu lire et je trouve toujours ça très important pour moi d'un point de vue personnel. Si je me trompe pas, tu as 2 garçons. Oui. Et dont un, Ilir, qui a été champion d'Europe cadet ou U17, c'est ça ? U19, ouais. U19. Et tu t'es exprimé en tant que papa en disant que c'était une fierté. Au début du podcast, tu as parlé du poids sur les épaules. Comment tu vois justement cette transmission et cette position de papa, ancien champion, qui est aujourd'hui entraîneur dans le même sport. Comment tu vois les choses justement pour lui et dans ton positionnement ? C'est là où justement on est en train de parler sur comment s'est passé ces premières sélections en équipe de France A. J'essaye d'avoir un œil un petit peu extérieur du papa pour lui expliquer que c'est jamais simple au tout début, qu'il arrive dans un groupe qui est quand même ultra performant, qu'il essaye de trouver sa place, il comprend pas certaines choses. Donc c'est à moi d'essayer de lui expliquer un petit peu qu'il est au début de son aventure et qu'il faut pas qu'il soit impatient, qu'il faut qu'il prenne ce qu'il a emmagasiné, que ça va lui servir pour plus tard. Voilà, donc ça c'est surtout pour Ilir, qui est quand même assez détaché de tout ça, je dois dire. Mon autre fils Mathis, lui, il est en U18. Il est capitaine de l'équipe de France. Tu sens que lui, les responsabilités, ça le touche. Qu'il a vraiment besoin d'être soutenu, d'avoir des choses positives autour de lui pour pouvoir performer, en fait. Moi, l'année prochaine, je le prends à Nantes, dans le groupe professionnel. Et là, je vais vraiment confronter à une relation différente entre mon fils, qui va être un joueur, et donc je vais affronter aussi des façons différentes de devoir gérer aussi un groupe avec mon fils dedans. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est aussi une expérience différente. En tout cas, ce que j'essaie de les protéger justement, c'est par rapport au nom qu'ils portent, que ce soit pas un lourd fardeau, quoi, parce que c'est eux ils y sont pour rien, en fait. Bien sûr. Et c'est pas moi en tant que papa, alors à un bas niveau, mais en basket, où je me retrouve à coacher mes garçons. Je peux le dire.
c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Donc effectivement, c'est intéressant tout ce que tu as dit avant et la manière dont tu poses les choses parce que c'est vraiment important et il y a du sens dedans aussi. Et puis comme tu l'as dit, eux ils n'ont pas choisi d'avoir ce nom. Ils peuvent le voir comme une chance, mais ils peuvent le voir comme une difficulté. Donc, le fait que tu poses bien les choses, ça les aide, à mon avis, forcément. Moi, je reste persuadé que chaque expérience, positive et négative, va t'apporter quelque chose. Pour un sportif de haut niveau, ce qui peut le pénaliser, c'est l'impatience. Ce qui peut le pénaliser, c'est une frustration. Ce qui peut le pénaliser, c'est un environnement qui soit polluant. Et dans ces cas-là, tu te perds et tu n'avances pas aussi vite que tu pourrais, en fait. Donc, c'est arriver à pouvoir bénéficier et avoir un petit peu cette sagesse de prendre tout ce que tu acquiers comme quelque chose de positif et qu'il faut que tu en retires surtout une avancée, en fait. Et ça, c'est là où on voit la différence avec les champions, en fait. Les champions, il y avait l'interview du grec là qui joue en NBA. Giannis. Voilà, Giannis, c'est très bien. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est Antetokounmpo. Ouais, c'est ça. Donc il avait dit, en plus elle fait le tour des réseaux quand le journaliste lui pose la question, est-ce que tu vois ta saison comme un échec, et le gars il lui pique, non mais toi t'as une promotion cette année, non, donc ça veut dire que t'es en échec. Il lui explique que Jordan il a dû gagner 7 fois ou 9 fois, je sais plus, le titre NBA. Il a gagné 6 fois. Par contre il a gagné 6 fois, par contre il a joué 30 ans, donc ça veut dire que les 24 autres années ça a été un échec pour lui, en fait. Donc en fait, on sent que les acteurs vivent, ressentent, et ils doivent faire partager leur expérience parce qu'en fait c'est important les à côté et justement cette partie un petit peu cachée, en fait, du sportif, parce qu'un mec comme Djokovic, il va t'expliquer qu'il a gagné, mais franchement, comment il a lutté dans sa jeunesse, comment il a accumulé cette expérience et cette carapace pour devenir le meilleur joueur du monde, en fait. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant, et c'est pas donné à tout le monde. Très clairement, moi je discute avec des anciens entraîneurs du tennis français qui ont et en fait on est dans le tennis notamment. On est en recherche de joueurs, non pas parce qu'il n'y a pas le talent, mais parce qu'en fait les autres joueurs deviennent plus performants, et c'est valable dans tous les sports. Tous les jeunes deviennent plus performants, deviennent plus physiques, deviennent plus précoces. Et il faut prendre le train rapidement parce que t'as pas le temps. Donc en fait c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup en tant qu'entraîneur. C'est d'être dans la recherche de jeunes, d'être dans la recherche de jeunes talents et de pouvoir les amener au plus haut. Et cette année je l'ai vécu, et qu'est-ce que c'est gratifiant, en fait, d'amener des jeunes, alors qu'ils soient français ou étrangers, oui. Mais d'amener des jeunes à un haut niveau. Enfin, moi, je me retrouve beaucoup en eux, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et on sent en tout cas cette volonté de transmission tout au long de la carrière. Et vraiment, je te remercie, Hubert, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout un sport. On a pu parler de beaucoup de choses et de beaucoup de choses qui tournent autour du sport. Et c'est ce qui me plaît aussi, tout en mettant en lumière ta carrière. Donc, je voudrais encore une fois sincèrement te remercier, avoir quelqu'un qui a un palmarès comme le tien, avec 254 sélections en bleu, qui accepte de venir sur le podcast. C'est vraiment un honneur pour moi, donc je tenais à te le dire. Avec plaisir, et c'était un très bon moment pour moi, je te remercie aussi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.